Première question, pourquoi vous avez accepté de nous parler aujourd'hui? Alors j'ai accepté de vous parler parce que je sais très bien qu'en fait que si je ne m'exprime pas et si que je ne mets pas en avant mon histoire, eh bien elle sera jetée aux oubliettes et on n'obtiendra sûrement jamais justice, ou peut-être dans des années. Ça fait déjà des années qu'on attend, mais je pense beaucoup plus longtemps et c'est tout simplement insupportable. Pourquoi c'est important pour vous de parler? Parce que j'ai perdu 3 enfants. Et on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, on ne peut pas faire comme s'ils n'avaient jamais existé, on ne peut pas ignorer notre souffrance, ignorer tout ça en fait. Donc c'est important, je sais que quoi que je fasse, mes enfants ne reviendront jamais, mais je suis obligée de me battre en fait pour eux, je suis obligée de me battre pour mes 3 enfants, je suis obligée de me battre pour mes 2 filles que j'ai aujourd'hui, je suis obligée de me battre pour moi-même aussi, pour ma famille, et c'est ce qui me permet de tenir debout aussi aujourd'hui. Ça peut vraiment changer les choses de parler? Vous savez, toutes les personnes qui sont victimes de traumatismes, on essaie toujours de les faire parler pour un peu évacuer ce qu'ils ont à l'intérieur. Et puis la justice aussi est aussi là pour ça, parce que quelles que soient les choses qu'on ait pu vivre, la justice amène un apaisement, une forme d'apaisement, parce qu'on n'aura jamais un apaisement total, mais en tout cas on essaie d'en avoir un. Et sans justice, c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'avancer, c'est pas possible de croire, de tout, en fait, tout est... rien n'est possible, en fait. Je pense que sans justice, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, on a constamment le cœur serré, et puis on ne peut pas vivre comme ça, en fait. On ne peut pas. Au début, quelques mois, quelques années après ce qui s'est passé, vous n'aviez pas décidé de parler? J'y arrivais pas. Je n'avais pas la capacité, en fait, et pourtant, on m'a beaucoup exhorté à le faire. Il faut que tu parles de ton histoire, mais non, ça ne sortait pas en fait. Et j'ai vraiment pensé en fait, j'ai cru en la justice. Je me suis dit, c'est tellement gros ce qui s'est passé que jamais je me suis dit que ça prendra des années, qu'il n'y aura toujours rien, que ni la juge d'instruction, qu'il ne se passerait rien. En fait, j'y ai vraiment pas cru. Et puis les années passent, les semaines, les mois, les années passent et toujours rien. Toujours rien. Et puis là, je commence à voir qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques. Et en parlant, ça bouge. Donc je me suis dit, écoute Lalia, c'est maintenant ou jamais. Si tu ne parles pas, si tu ne prends pas la parole pour parler de tes enfants et de ce qui s'est passé, eh bien, tu n'obtiendras jamais justice, ni pour toi, ni pour tes filles. Vous n'arriverez jamais à vous reconstruire. Et la vie que vous avez maintenant, elle sera toujours comme ça. Et ça, c'est pas possible, en fait. On va revenir à ce fameux jour de juillet 2018. Comment ça se passe? Vous êtes du coup pas au lac. Comment ça se passe pour vous au tout début? Alors, moi, je quitte mes enfants le mardi, donc je les vois pour... ça monte déjà. Là. Je les vois... En fait, je les vois la dernière fois le mardi, parce que je devais accompagner ma maman à un rendez-vous médical sur Paris. Donc, du coup, le papa récupère les enfants ce mardi-là. Et moi, je reviens le vendredi, mais étant donné que c'est son week-end, donc je ne les ai pas récupérés le vendredi dans la matinée pour les renvoyer le vendredi soir, qui passent le week-end et les récupérer dimanche. Donc du coup, ils sont restés chez le papa et je devais les récupérer ce fameux dimanche soir. Et puis, moi, je suis à la maison et puis je reçois un coup de téléphone de mon petit frère qui est au lac et qui me dit « Écoute, Lalia, il y a l'ambulance... je ne sais pas ce qui se passe exactement au lac, mais apparemment, la femme d'Assad, en fait, du papa, a fait un malaise. Et moi, je lui ai dit, récupère les enfants parce qu'elle est toujours avec les enfants. Donc le papa a toujours réclamé un droit d'hébergement et de garde des enfants, en fait, un week-end sur 2 la moitié des vacances, même si je sais que ce n'est pas lui qui s'en occupe, en fait. Donc je sais que là où elle est, mes enfants sont. Donc je dis à mon petit frère, si elle a fait un malaise, donc les petits sont tout seuls. Je récupère juste les enfants et puis dis-moi quand les enfants sont avec toi. Et puis j'attends, j'ai pas de nouvelles de mon petit frère, j'essaie de l'appeler, ça décroche pas, donc je lui envoie des messages, ça va, les petits sont avec toi? Pour moi, il va juste récupérer les enfants. Et j'ai pas de nouvelles. Est-ce que les petits sont avec toi? Réponds-moi, là je commence à m'inquiéter. Et là je lui dis, si tu me réponds pas, j'arrive. Elle me dit, non, ne viens pas, je te rappelle. Mais à aucun moment, en fait, on se dit qu'il se passe quelque chose comme ça. Donc j'attends, et puis je reçois un coup de téléphone d'une amie de Châlons qui m'appelle et je réponds pas parce que j'avais peur d'être au téléphone et qu'elle m'appelle au moment où mon frère me dira voilà je suis avec les enfants, etc. Il fallait que le téléphone soit libre en fait. Et donc je lui réponds pas et elle m'envoie un texto et elle me dit réponds, c'est urgent.
Du coup, je la rappelle. Elle me dit, ça va? Je dis, ouais. Elle me dit, mais tout va bien? Je lui dis, pourquoi tu me demandes ça? Elle m'a dit, je sais pas, j'ai une amie de Lyon qui l'appelle. Et elle me dit, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Elle pleure, elle est en sanglots. Je sais juste qu'elle évoque tes enfants. Moi, je lui dis, c'est bizarre que tu me dis ça, parce que mon petit frère, il m'a appelé, il m'a dit que la femme d'Assad a fait un malaise au lac, et elle m'a dit, je viens te chercher. Et du coup, je m'habille, et puis... Désolée. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe après? Vous prenez la voiture, c'est ça? Voilà, on prend la voiture. On prend la voiture et en fait, en arrivant tout autour du lac sur la route, on voit en fait qu'il y a énormément de monde. Je vois les sirènes, je vois les ambulances, etc. Et mon cœur, il commence à palpiter en fait. Et je lui dis, regarde, il y a du monde en fait au lac, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, t'inquiète pas, on va. Et je dis, non, il y a un problème, c'est pas possible, regarde la foule qu'il y a. Et elle se gare à peine que moi je descends du véhicule, elle me supplie, attends-moi Lalia, parce qu'elle a eu peur aussi. Et moi non, je ne pouvais plus, donc j'ai couru. Et là, il y a du monde, et puis tout en avançant rapidement, je demande aux gens, qu'est-ce qui se passe? Personne ne me répond. Juste les gens s'écartent en fait, et puis j'entends juste une voix qui me dit, apparemment il y a 4 morts. Bah, j'ai 5 enfants, donc je fais vite le calcul, en fait je me dis 4 morts, moi j'ai 5 enfants, c'est peut-être mes enfants, et je me mets à courir. Et donc j'arrive et puis je vois, en s'approchant du lac, il y a des personnes du SAMU, je pense, qui tiennent des draps blancs. Voilà, ils sont alignés, ils tiennent des draps blancs pour que les gens ne puissent pas voir ce qui se passe de l'autre côté des draps en fait. Et en fait je passe de l'autre côté et je vois mes 2 garçons qui sont allongés par terre. Et je vois mes 2 garçons allongés par terre, donc je vois déjà le plus grand qui est en face de moi et puis le plus petit qui est vers la droite. Et je vois en fait leur corps est en mouvement. En fait, ils ont un appareil relié au torse qui fait des massages cardiaques et je vois des personnes autour d'eux. Puis moi, je m'avance vers mes enfants et je réalise pas en fait. Puis je réalise pas, c'est bête, mais je réalise pas. Et puis on me met à l'écart. Madame, laissez-nous faire notre travail, poussez-vous. Mais c'est mes enfants en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je sens qu'on me tire vers l'arrière et je me retourne, je vois mon grand frère et puis il essaie de m'éloigner en fait. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi, je veux juste être avec les enfants, etc. Et il me dit, laisse-les faire leur travail. Mais de quoi tu me parles? De quel travail? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les petits sont là? Pourquoi les petits sont mouillés? Qu'est-ce qu'ils font par terre? Et voilà, ils me tiennent tous en fait pour que je ne puisse pas avancer vers mes enfants. Et voilà, après il y a un médecin du SAMU qui vient et qui demande est-ce que c'est la maman? Puis moi je m'adresse à lui, oui, je suis la maman de mes enfants. Je suis la maman des petits, qu'est-ce que vous faites à mes enfants? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont mouillés? Qu'est-ce qui se passe? Madame, on fait tout notre possible pour eux, vous inquiétez pas, mais qu'est-ce que vous faites au juste? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à ce moment-là, ils n'osent pas me dire vos enfants sont noyés, même si c'est évident, mais le cerveau, il fonctionne plus en fait. C'est évident qu'ils sont noyés, c'est pour ça qu'ils sont réanimés, mais moi, mon cerveau, il n'y a rien qui va parce qu'ils sont pas censés être là, ils sont pas censés avoir nagé. En fait, je comprends rien. Donc ce médecin repart, et après il revient à un autre moment, et je lui demande est-ce que mes enfants vont bien? Il m'a dit on fait tout notre possible, mais est-ce qu'ils vont aller mieux? Il m'a dit madame, ils sont quand même restés plus d'1 heure sous l'eau. Puis voilà, j'avais mes amis autour, mon frère qui essayait de... Mais moi, je scrutais mes enfants en me disant, tant qu'ils ne le recouvrent pas d'un drap blanc. Parce que voilà, à la télé, on a vu quand ils recouvrent les personnes, quand elles sont décédées, ils les recouvrent d'un drap blanc. Et moi, je scrutais en me disant, s'ils ne recouvrent pas mes enfants d'un drap blanc, c'est que tout va bien. Même si c'est ridicule, 1 heure sous l'eau, à part avec un kit de plongée, on ne peut pas vivre, en fait. Et j'attends, et ensuite, ils les amènent. Ils les amènent dans les ambulances. Et puis ma copine, elle me dit, tu vois... ça va parce que regarde, ils les amènent. Sinon, ils les amèneraient pas. Et puis moi, je suis rassurée, on me dit, ouais, ils les amènent. Et puis voilà, ils nous demandent de les suivre. Donc on les suit en voiture, on arrive à l'hôpital. À ce moment-là, à côté du lac, vous imaginez pas qu'ils puissent être décédés? Non, non. Et on arrive à l'hôpital. Donc les ambulances rentrent dans un compartiment pour les ambulances. Et moi, je veux suivre. Ben non, les portes se referment. Donc je veux rentrer dans l'hôpital, les portes sont fermées, elles ont été verrouillées.
Et je veux voir mes enfants. Il me dit, mais Lalia, tant que tu ne seras pas calme, on ne te laissera pas entrer. Et je dis, mais regardez, je suis calme. En fait, j'essaie de contrôler l'émotion, mais j'y arrive pas. Et elle me dit, calme-toi, sinon on ne te laissera pas entrer. Mais regardez, je suis calme. Et en fait, non, il n'y a rien qui va. Et au bout d'un moment, on me laisse rentrer. Donc j'ai 3 amis qui rentrent avec moi. Et on me fait rentrer dans l'hôpital. Et on me fait rentrer dans une pièce, comme une grande salle de conférence, avec une grande table et puis des chaises tout autour. Et là, je comprends pas. Mais pourquoi il m'amène là? J'ai dit que je voulais voir les enfants. Pourquoi il m'amène là? Et en fait, j'ai peur à ce moment-là, parce que quand ils annoncent des mauvaises nouvelles, en général, ils vous mettent dans une pièce, ils vous assoient et puis vous annoncent... Mais j'avais tellement peur de ça, et je voulais pas rester. Non, assis-toi, ils vont venir. Et là, je vois le même médecin que j'avais vu au lac qui arrive vers moi. Moi, je suis assise et il s'agenouille devant moi. Et puis, il me dit... voilà, il se met comme ça et puis il me dit, Madame, je suis désolée, on a fait tout ce qu'on a pu. On n'a pas pu les sauver. Et je le regarde, je lui dis, vous n'avez pas pu sauver mes 3 enfants. Mes 3 enfants, il me dit, on n'a pas pu sauver vos 3 enfants. Et il n'y a plus rien qui va, en fait, je m'effondre. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De la colère. En fait, à ce moment-là, de la compréhension. Je ne sais pas à ce moment-là qu'ils ont été autorisés à se baigner. Je ne sais absolument rien. Je vois juste mes enfants qui sont là. Et à ce moment-là, on ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me traverse à aucun moment l'esprit de me dire, on leur a dit qu'ils pouvaient se baigner au lac, parce que ce lac est sale. Ce lac est sale, ce lac, personne s'y baigne. J'ai grandi à Châlons, j'ai jamais mis un pied dans ce lac. Et voilà, je comprends pas en fait. Là, c'est juste la réalisation de ce qui se passe. En tant que mère de famille, quand on voit ces 3 enfants comme ça partir d'un coup, ça fait quoi? Il n'y a pas de mots. Il n'y a aucun mot qui peut définir ce qu'on ressent à ce moment-là. Ça paraît irréel, parce que même quand j'en parle, j'ai l'impression que c'était hier. Et j'essaie même de me convaincre moi-même des fois que ça s'est vraiment passé. Tellement que c'est... Je saurais pas l'expliquer. Franchement, je saurais pas l'expliquer, mais je me retrouve des fois à la maison à appeler mes enfants pour entendre pas de réponse, en fait. Pour me dire, oui, tu as appelé tes enfants, oui, ils existaient, et oui, aujourd'hui, ils sont plus là. Donc des fois, je suis à la maison et je dis, Abdelrahman, Abdallah, Asia. Oui, là, ils sont plus là, parce que j'ai besoin de moi-même prendre conscience que, bah oui, mes enfants, ils sont vraiment partis, en fait. Et il n'y a pas de mots, en fait. Je pense que seules les personnes qui ont perdu un enfant peuvent comprendre, et puis vous multipliez ça par 3. Quelle image vous gardez de ce jour-là? J'en parle, je le revis en fait. Je le revis à chaque fois que j'en reparle. C'est un jour que j'aimerais effacer de mon esprit, mais ça ne sera jamais le cas en fait. Autant de mon esprit que celui de mes filles, parce que moi je l'ai vécu autrement. Je veux dire, moi mes filles étaient présentes. Mes filles ont vu leurs frères et sœurs mourir devant leurs yeux, ont vu l'inactivité de la belle-mère, ont vu tout ça. Donc c'est pire. Donc non seulement il y a vivre avec ça, et puis vivre avec 2 filles qui sont traumatisées à vie, on n'a plus de vie en fait. On ne sait plus c'est quoi de vivre, on ne sait plus c'est quoi d'être heureux. En fait, chaque jour, c'est de la survie. Voilà, chaque jour où mes filles passent un bon moment, pour moi, c'est une victoire. Parce que notre quotidien, c'est plus ça. Notre quotidien, c'est la plus grande qui est enfermée dans sa chambre, c'est la petite qui recherche de l'affection, recherche des amitiés qu'elle n'arrive pas à combler parce que tout nous rappelle les petits, en fait. La maison, elle est vide, passer de 5 à 2 enfants. Et mes enfants étaient vraiment comme les 5 doigts d'une main. Ils étaient tous proches les uns les autres et du jour au lendemain, ça a été détruit, mais d'une façon extrêmement brutale, en fait. Et on n'a plus de vie, en fait. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Moi, ce que j'espère tout le temps, je dis tout le temps, et mes filles, je leur dis, j'espère juste vivre jusqu'à ce que vous ayez au moins 18 ans, indépendant, et je ne peux plus rester, en fait. Parce que c'est trop dur de vivre ça au quotidien. C'est trop douloureux d'en avoir perdu 3, de vivre avec ça, vivre avec cette injustice. Et c'est trop douloureux de voir ces filles qui n'ont pas de vie, en fait. Je suis peut-être lâche en disant ça, mais j'arrive plus. Aujourd'hui, ce qui me fait tenir, c'est déjà cette bataille-là. Et de me dire, Lalia, si t'es pas là pour tes filles, il faut que tu tiennes pour tes filles.
Et quand elles seront indépendantes, sincèrement, je souhaiterais plus vivre, en fait. J'aimerais... je ne dis pas que j'en viendrai à en atteindre à mes jours, non, mais je souhaiterais du fond du cœur partir, en fait. Parce que c'est invivable, en fait. C'est pas une vie, on survit. Là, ce combat-là, c'est pour vos filles? Pour mes filles, pour moi, et pour mes 3 enfants. Et je veux pas que mes enfants soient juste partis, et puis voilà, les enterrer, puis ça, c'est fini. Ils sont pas décédés de maladie, ils sont pas décédés de mort naturelle, ils sont décédés suite à une négligence. Donc je peux pas aujourd'hui juste enterrer mes enfants et passer à autre chose. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible pour moi, c'est pas possible pour eux, et c'est pas possible pour mes filles, c'est pas possible pour ma famille, c'est possible pour personne. Donc je suis obligée aujourd'hui de mener ce combat que je mènerai jusqu'au bout. À ce moment-là, au lac, le père n'est pas à côté. C'est juste la belle-mère qui est à côté. Voilà, c'est juste la belle-mère. Donc, le père venait de les quitter, je ne sais pas exactement quand. Et une fois qu'il les a quittés, donc elle leur a dit, voilà, vous pourrez vous baigner au lac. Mais elle a bien attendu que le papa soit parti. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle a bien précisé aux enfants, parce que c'était prévu la veille, qu'ils aillent se baigner le lendemain, le dimanche, en leur disant bien, vous baignerez demain, mais ne le dites pas à votre papa. N'informez pas votre papa de cette baignade. Donc déjà, ça c'est bizarre. Ensuite, les vêtements de rechange qu'ils avaient prévus après la baignade et le fait de les avoir laissés seuls. Donc le papa n'était pas là. Et voilà, mes enfants ont été conduits dans ce petit trou à rats, en fait, où voilà, vous pouvez vous baigner là, alors que... Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? La justice. J'espère que cette femme-là sera condamnée. Le maire de Châlons, M. Gilles Platret, j'espère également qu'il sera convoqué au tribunal, parce que jusque-là, on ne nous a pas donné l'opportunité. Parce que, comme vous le savez, la juge d'instruction n'a pas souhaité à ce que le maire soit convoqué à ce jugement. Un jugement, envoyer une personne devant un tribunal, ce n'est pas condamner une personne, c'est amener un dialogue. Voilà. Avez-vous ou non une part de responsabilité dans ce qui est arrivé? En mettant le maire de côté, ils nous ont enlevé ce droit-là de s'interroger sur la responsabilité du maire, M. Platret. Et non, je n'ai pas accepté, donc j'ai fait une citation directe pour qu'il soit convoqué et que des juges réfléchissent ou non à sa responsabilité dans ce qui est arrivé. Donc oui, la belle-mère se cache derrière le fait qu'il n'y avait pas de panneau. Donc elle est de Châlons, ça faisait quand même plusieurs années qu'elle habitait sur Châlons et qu'elle habite juste en face du lac. Donc de chez elle, elle a une vue sur le lac. Donc elle se cache derrière ça en disant « Je ne savais pas que la baignade y était interdite. » J'en doute fort. « Je ne savais pas que les enfants ne savaient pas nager. » Elle le savait, elle finira par l'avouer plus tard. Et de toute façon, il n'y avait pas de panneau. Donc oui, il n'y avait pas de panneau, c'est une grosse erreur de la part du maire. Il ne reste que des piquets, en fait, autour du lac. Au moment du drame, il y avait 9 piquets. Donc ça prouve qu'il n'y a pas eu d'entretien de ces panneaux-là. Ça prouve aussi que le maire précédent, lui, avait... connaissance en fait de la dangerosité du lac, c'est pour ça qu'il y avait des panneaux et qu'il ne reste que des piquets, donc ça n'a pas été entretenu. Et en fait, je suis en colère parce que le maire a quand même réaménagé tout le lac. C'est un lieu d'accueil du public, c'est pas ce que c'était quand moi j'étais plus jeune. Donc tout a été refait pour que les gens puissent y passer un bon moment. Voilà, c'est une zone d'activité, une zone de jeu, etc. Et on ne pense pas à signaler que le lac est dangereux. Et ça, je suis en colère, en fait. Parce que non seulement il n'a pas mis de panneau, et en plus de cela, après le décès, il aurait dû réagir tout de suite. Et il ne l'a pas fait. Il faut que ce drame serve à quelque chose. Je ne sais pas comment... On aurait pu éviter ce drame. Mais il s'est produit de toute façon pour ne pas revenir en arrière, mais il faut en tirer des leçons. Mais non. Et ça, je ne tolère pas, en fait, une telle négligence qui a précédé le drame, qui a suivi le drame, et que jusqu'à aujourd'hui... il fasse comme si rien ne s'était passé à Châlons. Justement, le maire, il sera jugé, ça a été renvoyé, il sera jugé, ça vous fait quoi? C'est une bonne nouvelle pour vous? Bien sûr, parce que qui qu'on soit, quand on est responsable ou qu'on a une part de responsabilité devant quelque chose, on doit être amené devant un juge et répondre. Et ce sera au juge de trancher si oui ou non il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est trop facile que le procureur dise qu'il y aurait eu des panneaux ou pas, elle aurait quand même autorisé à vos enfants de nager et ce serait quand même noyé. C'est de la justice. La justice, ce n'est pas des suppositions. On a des textes de loi. Donc, ça sera à des juges de considérer si oui ou non
il a une part de responsabilité? Est-ce que le fait que le lac n'y ait pas de panneau qui indique l'interdiction à la baignade, est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Ou même si on n'aurait pas pu l'éviter, est-ce qu'il a une part de responsabilité aujourd'hui quand la belle-mère se cache derrière le fait qu'il n'y ait pas de panneau? Donc oui, la belle-mère doit être amenée devant un juge, doit répondre de sa responsabilité, et oui, le maire également. Donc moi, je me réjouis de cela, en fait, et c'est dommage que j'ai dû utiliser une citation directe pour y parvenir. Pour moi, la juge d'instruction aurait dû également amener le maire de Châlons devant des juges. Ça n'a pas été le cas. Et le fait que ce soit renvoyé, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, ça fait 4 ans qu'on attend, et 4 ans qu'on souffre, 4 ans qu'on vit avec ça. La pression est retombée. Je vais vous dire franchement, le procès, je l'attends, et quelle que soit de toute façon la conclusion de ce procès, il n'y a rien en fait qui pourra apaiser le cœur d'une mère, il n'y a rien qui pourra apaiser le cœur de mes filles, ni le cœur des personnes de ma famille ou des Chalonnais ou de toute la France, ou toutes les personnes qui se sentent touchées par ce drame. Mais que ce soit reporté, c'est que la douleur, on l'a fait perdurer en fait. On l'a fait perdurer, écoutez, souffrez encore un peu plus longtemps, c'est reporté. Voilà, on ne prend pas en considération la douleur des victimes, de la famille, de mes enfants. Parce que j'ai quand même 2 filles aujourd'hui qui ont vécu ce drame, qui ont été là, en fait, qui ont vu leurs frères et sœurs se noyer, disparaître sous l'eau. Et on ne prend pas en considération cette douleur-là. On ne la prend pas en considération. Donc c'est douloureux. Et à la fois, je suis contente que le maire soit convoqué devant des juges, en fait. Il peut vous aider à vous reconstruire, ce procès? Je l'espère. Je l'espère. Et j'essaie de me convaincre tous les jours en me disant, quel que soit le résultat, Lalia, ça t'amènera jamais tes enfants, ça apaisera sûrement jamais la douleur que je ressens, et j'espère me dire, voilà, ce qui s'est passé, eh bien, on a entendu ce qui s'est passé et on nous a rendu justice. On a rendu justice à mes enfants, on a rendu justice à mes filles, on a rendu justice à ma famille, à tout le monde. J'espère pouvoir me dire ça, j'espère. Aujourd'hui, vous êtes une mère de famille détruite ou une mère de famille en colère? Vous êtes quoi? Tout à la fois. Je suis détruite, je suis en colère parce que j'aurais aimé que, et j'espère, je m'en arrêterai pas là, que le procès, qu'on aille au bout du procès ou pas, je compte mettre en place une association et j'espère faire bouger les lois un petit peu, amener du positif dans ça et de me dire, voilà, quand il y a un couple séparé comme ça, le père ne peut pas, en fait, bon là c'est pour mon cas, c'était le cas du papa, se sentir comme victime alors qu'il a confié volontairement ses enfants à une femme où il y avait des doutes. Il y avait des doutes sur... il y a des choses qui n'allaient pas, mais il a fait fi de ne rien voir. Et aujourd'hui, il peut être comme une victime, en fait. Voilà, j'ai perdu mes enfants, alors que jusqu'à aujourd'hui, il vit quand même avec cette femme-là, quand même. Ils ont quand même eu un 2e enfant après la mort de mes enfants. Mais aujourd'hui, il arrive à se présenter comme une victime. Et ben moi, j'aimerais faire bouger la loi et qu'on puisse se dire, voilà, quand il y a un couple séparé, autant le papa ou la maman... on essaie de savoir s'ils sont aptes à s'occuper des enfants, quand il y a un conjoint, qu'on fasse la même chose. J'espère faire bouger les choses sur ce point-là. On va revenir un peu en arrière. Après le drame, vous partez assez vite, vous quittez Châlons, c'est ça? Ouais, c'est plus possible. C'est plus possible. Et c'est le regard des gens, et je ne peux pas leur en vouloir, en fait. Partout où je vais, c'est la maman qui a perdu les 3 enfants. Je le lis dans le regard des gens. C'est invivable, même si c'est humain, ça ne nous aide pas en fait à nous reconstruire. Ça ne nous aide pas, ça n'aide pas mes filles, parce que quand on voit mes filles, c'est les 2 petites qui étaient là le jour où leurs frères et sœurs sont, c'est pas possible. Et puis Châlons, moi je suis née à Châlons, j'ai grandi à Châlons, partout où je vais, je vois mes enfants. Je me mets juste à la fenêtre de la chambre de chez ma maman qui donne sur le carrefour, je vois mes fils revenir de Carrefour, en fait. Je peux plus, en fait, je peux plus. De venir à Châlons, en fait, j'ai une boule au ventre. À chaque fois que je reviens, j'ai une boule au ventre. Mais c'est trop dur. Chaque endroit, et je fais tout pour m'éloigner de tous les endroits où j'étais avec mes enfants, où je voyais mes enfants.
Parce que j'ai vraiment des fois des visions où je les vois en fait marcher. Alors j'ai des arrêts comme ça où voilà, mais je vais perdre la tête en fait. Je ne serais pas partie de Châlons, j'aurais perdu la tête depuis longtemps. J'ai essayé en tout cas de reconstruire ma vie et celle de mes filles en Angleterre. Et c'est pour ça que j'ai un masque aujourd'hui, parce que je ne veux pas en fait qu'on me retrouve dans les médias et qu'on se dise « Ah bah, parce que moi je suis institutrice. Et c'est la prof que j'ai, bah, je l'ai vue à la télé, elle a perdu 3 enfants. » Non, je n'ai pas quitté Châlons pour au final retrouver ça partout où je vais. Et moi, je suis en contact avec des personnes qui ont vécu des choses dramatiques, qui aujourd'hui parlent sur les réseaux sociaux ou les médias et qui sont reconnues même à l'étranger. On ne peut pas vivre avec ce fardeau-là. C'est déjà un fardeau, en fait, de vivre avec ce drame-là, avec cette étiquette qu'on nous colle, parce que je serai toujours la maman qui a perdu 3 enfants. Mes filles seront toujours les 2 filles qui ont perdu leurs frères et sœurs et qui les ont vus mourir. Mais on ne peut pas, en fait. C'est trop difficile. C'est trop difficile de vivre avec ça et moi, je ne peux pas. J'aime quand je repars en Angleterre, que ça soit arrêté et que j'ai un semblant de vie, qu'on a un semblant de vie, moi et mes filles. Et même si, voilà, il y a des personnes qui le savent, des personnes françaises il y en a des personnes qui le savent, mais c'est vraiment pas quelque chose que je crie sous tous les toits, du tout. Et ça marche? Le fait d'avoir quitté la France, ça fonctionne? Non. J'y ai cru, mais non. C'est même plus difficile parce que le fait d'être parti, en fait, c'est comme si on avait mis un pansement en fait, sur ce qui s'est passé, parce que les gens ne nous voient plus, n'en parlent plus, et la vie a continué. Et on fait comme si, en fait, rien ne s'était passé, ou tout est caché, on va dire, ou voilà, seules les personnes qui sont vraiment en contact avec moi ont conscience de cette douleur-là. J'ai ma belle-sœur, mais mon frère, et eux, ils la voient, la souffrance au quotidien, parce qu'ils la voient, les dépressions que je fais, ils le voient, tout ça, ils voient l'état des filles. Mais le fait qu'on soit parti de Châlons, bien sûr, ça a atténué le souvenir dans l'esprit des gens. Donc non, c'est pas du tout plus facile. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut rendre les choses plus faciles. Qu'on soit parti ou pas, en étant sur Châlons, ça aurait été plus difficile. Mais qu'on soit parti, au final, ça n'a pas atténué les choses du tout. C'est possible de se reconstruire après un drame comme ça? Non. La seule chose qui nous permettrait de nous reconstruire, c'est que mes enfants reviennent, et ça, c'est pas possible. Il n'y a rien, en fait, qui peut... On peut juste être là et laisser les journées passer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Les jours passent, et puis... c'est un jour de plus avec cette souffrance-là, c'est tout. Comment vous l'imaginez, votre vie, dans quelques mois après ce procès? Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais je ne vois plus les lendemains, en fait. Je suis quelqu'un qui... Avant, j'avais des projets en me disant, voilà, dans quelques mois, on fera ceci. Mais j'arrive plus à me projeter au-delà de 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, je ne me dirais pas, dans 2 semaines, dans un mois, je vais faire ça. Parce que j'ai tellement peur, en fait, de prévoir des choses et qu'au final, quelque chose arrive et bouleverse tout. Non. Donc, je vois toujours le jour d'aujourd'hui, le lendemain, et puis ça s'arrête là. Donc, j'ai plus de projet. Je ne me dis pas, voilà, le mois prochain, on va faire ceci. Quand on me dit ça, des fois, quand j'entends des gens dire, ah, le mois prochain, j'ai prévu ça. Waouh, t'arrives à voir aussi loin, toi? J'y arrive plus. J'y arrive plus. Il n'y a plus ce goût à la vie? Non. Comment voulez-vous la voir quand vous avez des filles traumatisées, quand vous vivez avec cette injustice-là, avec une justice qui ne prend pas en compte votre douleur, qui ne prend pas en compte que 3 enfants ont perdu la vie, qu'on nous fait attendre? Comment voulez-vous que... Comment voulez-vous... En fait, on fait semblant. On essaye de vivre, en fait, mais... Même en vivant, c'est une culpabilité. On passe un bon moment, et je pense que c'est ce que mes filles ressentent le plus aujourd'hui. On va passer un bon petit moment, et juste après, c'est une rechute, en fait. C'est comme si elles culpabilisaient d'avoir passé un bon moment. Et puis moi, c'est un cercle vicieux où on souffre toutes les 3, de notre côté. Ma fille qui s'enferme, ma petite qui a eu des envies suicidaires, qui disait qu'elle voulait mourir et qu'elle aurait préféré partir avec ses frères et sœurs, tellement que c'est difficile de vivre ça. Parce que non seulement elles ont vécu ça, et en plus de ça, le papa les a abandonnés. Le papa a soutenu sa femme. Le papa n'a plus de contact avec les enfants depuis 2019. Donc, il y a l'abandon du père. Vous ajoutez... Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, on est là parce que Dieu a décidé qu'on soit encore là. C'est tout.
Comment elles vont, vos filles? Comment elles vont, mes filles? Comme des filles qui ont perdu leurs frères et sœurs, qui ont vu leurs frères et sœurs se noyer devant elles. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué à gérer. Donc moi, je dois gérer ma propre souffrance, je dois gérer celle de mes filles, et c'est trop dur en fait. C'est trop dur. C'est hyper difficile parce que j'en ai perdu 3 et quand je vois la souffrance de mes 2 filles, je dis tout le temps en fait j'en ai perdu 5 parce que j'en ai perdu 3 mais j'en ai 2 qui vivent plus. Elles auront jamais une vie normale, la souffrance elle est constante. Et je peux compter sur les doigts de la main les moments où on passe des bons moments, où elles sont heureuses. Waouh, aujourd'hui elles ont souri, aujourd'hui elles sont contentes. Ça devrait être l'inverse. On devrait compter les moments où ça va pas. Ben, nous c'est le contraire. Je compte les moments où ça se passe bien à la maison, où les filles sont bien. Aujourd'hui, waouh, elle a souri, aujourd'hui elle a rigolé. Et ça me rend hyper heureuse. Parce que ça n'existe plus chez nous. C'est à ça qu'on se raccroche quand même. Si on veut, on peut dire qu'on s'accroche à ça, mais on va dire qu'on subit ça. On le subit. On ne le choisit pas, on le subit. Ben, notre vie, elle est comme ça. Et je pleure souvent en me disant qu'en fait, on n'aurait jamais une vie normale. Et c'est ça qui est difficile de se dire. Je me dis, Lalia, t'es prête à ce que toute votre vie, ce soit ça? Toute votre vie, c'est ça. L'une enfermée, l'autre qui n'est pas bien. Et cette souffrance-là, en fait, tu as perdu tes 3 enfants et tu dois vivre avec ça. Tu dois vivre en te disant que voilà, les responsables jouissent de leur liberté, leur vie continue, et toi, la tienne s'est arrêtée ce 8 juillet. Celle de tes filles s'est arrêtée le 8 juillet. Non seulement elle s'est arrêtée, mais elle est détruite. Et ça, c'est difficile à encaisser, en fait. C'est pas comme si on avait vécu quelque chose de momentané, que ça allait passer, un accident, voilà, une fois qu'on se rétablit, ça va mieux. Là, on ne peut pas se rétablir de ça. Donc, il faut que j'accepte et que notre vie soit tout le temps ça. Et ça, c'est très difficile à accepter, en fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Merci à vous.